podcast. Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion-télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adapté par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, La femme aux deux sourires, premier épisode. Bonsoir mes chers amis. Un soir de l'été 1913, nous étions allés dîner, mon ami Arsène Lupin et moi, au bord de la Seine, dans un petit caboulot de Rueil. Et sous un ciel criblé d'étoiles, nous évoquions des souvenirs. Nous parlions des femmes que nous avions connues. Dites plutôt, mon cher, des femmes que nous avons cru connaître. Car, depuis Ève, le mystère de l'âme féminine reste insondable. Et parfois, on s'imagine avoir compris le mécanisme psychologique de son épouse ou de sa maîtresse, et puis la marionnette fait 3 petits tours, et vous voilà perdu. Vous ne savez plus à qui vous avez affaire. Tenez, moi qui vous parle, j'ai été éperdument amoureux d'une femme qui, elle, avait 2 sourires. Oui, l'un qui exprimait la joie de vivre et l'autre une angoisse presque tragique. Il est vrai que les circonstances dans lesquelles nous nous sommes connus et les drames qui ont suivi nous faisaient éprouver des émotions particulièrement variées. Racontez-moi ça. Quoi, vous voulez connaître mon aventure avec la femme aux 2 sourires? Vous m'en avez déjà trop dit pour vous arrêter là. Soit. Mais je vous préviens, hein, il va falloir que je remonte jusqu'en 1896. Remontez, mon cher, remontez, je vous suis. Eh bien, imaginez-vous dès maintenant que vous collez une oreille indiscrète contre la porte du bureau de M. Villeroy, directeur de la police judiciaire. Il écoute le rapport du commissaire Gorgeret, un bon gros, ambitieux et tenace. Comment les choses se sont-elles passées, exactement? Eh bien voilà. Monsieur et Madame de Jouvel possèdent un très beau manoir à Volnic, en Auvergne. Le 2 mai dernier, ils avaient invité à déjeuner une dizaine d'amis, dont l'élégant marquis d'Erlemont et la cantatrice Elisabeth Ornain. On prend le café sur la terrasse, devant un très beau parc au fond duquel s'élèvent sur un terre-plein les ruines d'une chapelle Renaissance. Et voilà que les invités ont l'idée de demander à Elisabeth Ornain de monter jusqu'à ces ruines et de chanter dans ce décor tellement plus merveilleux qu'un décor de théâtre. Elle accepte et descend dans le parc, accompagnée du marquis d'Erlemont. Arrivés au fond, ils disparaissent derrière un épais rideau d'arbustes et, au bout d'un moment, la cantatrice reparaît, seule, gravissant les marches qui la conduisent aux ruines. Le marquis, lui, revient sur ses pas et tandis qu'il rejoint les invités, Elisabeth se met à chanter. Le personnel du château et de la ferme accourt pour écouter. Il paraît que l'impression éprouvée par la vue et l'audition de cette belle jeune femme chantant Wagner dans ce cadre exceptionnel n'était comparable à aucune autre. Oui, je veux bien le croire. Soudain, elle se tait, s'immobilise et s'écroule morte. Quoi, congestion, crise cardiaque? Non. On se précipite et l'on constate qu'elle a en haut de l'épaule, à la naissance du cou, une large blessure d'où le sang coule abondamment. Puis, cri de stupeur, son collier d'émeraude qui valait des millions a disparu. Fichtre. Et le plus stupéfiant, c'est que les assistants n'ont rien vu et que malgré toutes les recherches, on n'a retrouvé ni armes, ni projectiles, ni assassin. Elle a tout de même pas été tuée et volée par l'opération du Saint-Esprit. Il y a eu crime, ça ne fait aucun doute. Mais chose curieuse, la plaie n'a pas été faite par une balle de fusil ou de revolver tiré à distance, mais par un instrument contondant, marteau ou casse-tête. Et là-dessus, le médecin légiste est formel. Et le collier, on l'a retrouvé? Non. On en est encore à se demander par quel miracle l'agresseur a pu s'échapper, alors que plusieurs domestiques qui écoutaient aux fenêtres du dernier étage n'ont à aucun moment quitté des yeux la chanteuse, ni le terre-plein où elle se trouvait. Enfin, si le voleur était venu jusque-là, il l'aurait vu approcher, arracher le collier et s'enfuir.
L'assassin était peut-être caché sous du lierre ou dans un trou. J'ai cherché pendant plus d'une semaine, aucune cachette possible. Et derrière ce terre-plein, qu'y a-t-il? Un ravin à pic. Et à 40 mètres, en bas, des douves où coule un torrent très rapide. De ce côté-là, impossible de descendre et de s'enfuir. Alors, conclusion. Mystère total, je n'y comprends rien. Moi qui comptais sur vous. Décidément, on n'est pas aidé. Très impressionnés par ce drame mystérieux, monsieur et madame de Jouvel vendirent leur château. Et l'acheteur exigea du notaire le secret le plus absolu sur son identité. Et dès lors, cet inconnu ne vint à la propriété qu'une fois par an, et seulement pour quelques heures. 15 ans passèrent ainsi. Et, un bel après-midi de juin, à la gare Saint-Lazare... À la gare Saint-Lazare? Oui, assis dans le bureau de police, 2 hommes attendaient l'arrivée du train de 15h47. Le commissaire Gorgeret, qui était toujours en activité, et son second, un nommé Flamand. C'est embêtant. L'aiguille tourne, et je ne vois pas le type qu'on doit nous envoyer de la préfecture. Si on n'a pas de mandat d'amener, comment veux-tu qu'on arrête la fille qui va débarquer? Mais qui c'est, cette fille, là? Tiens, voilà l'ordre de service qu'on m'a remis, tu peux lire. La maîtresse du Grand Paul, la dénommée Clara la Blonde, a été vue dans le train 368 qui doit arriver à Saint-Lazare à 15h47 venant de Lisieux. Envoyez immédiatement le commissaire principal Gorgeret. Un mandat d'amener lui sera apporté à la gare. Signalement de la susdite. Bandeau blond, ondulé, yeux bleus, entre 20 et 25 ans, joli, vêtu avec élégance et simplicité. Tu vois, comme c'est moi qui me suis toujours occupé du Grand Paul, on m'a chargé de sa bonne amie. Et vous la connaissez, vous? Mal. Je n'ai eu que le temps de l'apercevoir quand j'ai démoli la porte de la chambre où je l'avais prise en souricière avec le Grand Paul. Et pendant que je ceinturais le type, la gare s'est sautée par la fenêtre. Et pendant que je courais après elle, le Grand Paul s'est cavalé. Eh ben, fallait pas la lâcher. Je n'ai pas d'observation à recevoir de toi. Bon, je peux peut-être quand même vous dire qu'il est 15h46 et que si l'on reste dans ce bureau, la petite va se cavaler une deuxième fois, non? Bon, allons nous poster devant le portillon de sortie. Vite. Tenez, voilà le train qui arrive en gare, là. Pardon, monsieur. Pardon, Pardon, madame. Ah, mais c'est un abruti qui ne m'apporte pas le mandat d'amener. Les voyageurs vont descendre et passer par ce portillon. Ouvre l'œil et le bon. À quoi ça sert si on ne peut pas l'arrêter? Ah, on la prendra en filature, idiot. Ah bon. On va savoir où on va. Alors, on a fait bon voyage. Très bon, plaît. très bon. Merci. J'avais peur d'être en retard. J'ai pris un taxi et Allez, votre billet, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Merci. Patron! Regardez la jolie blonde qui s'amène, là. Oui, c'est elle. Je la reconnais. Un beau brin de fille, dites donc. Oui, ben, pour ça, c'est pas l'heure. N'ayons l'air de rien et prenons-la en filature. Elle va sauter dans un taxi à la sortie de la rue d'Amsterdam. Tâche d'écouter l'adresse. Flamand entendit la jolie fille dire au chauffeur 63 quai Voltaire. Les 2 policiers firent signe à un taxi et crièrent 63 quai Voltaire. Et c'est à ce moment qu'ils furent rejoints par le fonctionnaire qui leur apportait enfin le mandat d'amener. Ils perdirent 5 minutes, puis leur voiture démarra. Alors, le taxi qui venait derrière fut hélé par un individu au teint basané qui lui aussi lança au chauffeur 63 quai Voltaire. Cet individu prenait en filature les policiers qui filaient la jolie fille? Oui. Or, à cette époque-là, mon cher, j'habitais l'entresol du 63 quai Voltaire. La maison où se rendait la petite? Oui. Alors, une demi-heure plus tard, on sonne chez moi. J'allume, au fond de la bibliothèque, l'écran spécial qui reflétait l'image de la personne qui sonnait, et que vois-je? Un ravissant minois. Vous pensez si j'ouvre? Excusez-moi de vous déranger, monsieur. La concierge est absente. Pourriez-vous me dire à quel étage habite le marquis d'Erlemont? C'est moi, mademoiselle. Mais on m'avait dit que le marquis était d'un certain âge. Oui, je suis son fils. Il n'a pas de fils. C'est pas possible. Alors, en ce cas, mettons que je ne sois pas son fils. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Je suis au mieux avec le marquis d'Erlemont, dont je suis le locataire, bien que je n'ai pas l'honneur de le connaître. Mais entrez. Mais monsieur, il faut que je m'en aille. Je me suis trompée d'étage. Eh bien, justement, reprenez haleine, l'escalier est raide comme la justice. Oh, attendez, je regarde qui sonne.
Commode mon petit système, hein. Mais ma parole, c'est le célèbre commissaire Gorgeret. Oh, un vilain coco. Une sale rosse. Venez vite vous cacher dans la pièce à côté qu'il ne vous voit pas. Mais il peut me voir, monsieur. Quelle importance. Comment une si ravissante jeune fille surprise chez un célibataire. Mais votre réputation, mademoiselle. Oh, mon Dieu. Allez, entrez dans ma chambre, vite, et cachez-vous derrière ce rideau, vite. Voilà. Commissaire principal Gorgeret de la police judiciaire. Enchanté. Une dame vient de sonner ici, n'est-ce pas? Ah oui, une blonde, très jolie. Oui, si l'on veut. Ah, bah alors c'est pas celle que vous cherchez, parce que la mienne à moi est très jolie. Très remarquablement jolie. Le sourire le plus délicieux, le visage le plus frais. Elle est encore là? Oui, hein? Non, malheureusement, non. Elle m'a demandé si j'étais monsieur Frasse, demeurant au numéro 63 du boulevard Voltaire. Je lui ai répondu qu'ici, c'était le quai et non le boulevard Voltaire. Alors elle est repartie en s'excusant. Mais si vous ne me croyez pas, vous pouvez visiter l'appartement. Non, inutile. Non? Inutile. Nous filons boulevard Voltaire. Bien. C'est là-bas que nous la pincerons, voilà. Pour ça, commissaire, avec votre réputation, on peut vous faire confiance. Mais vous n'allez pas me dire que cette délicieuse personne a quelque chose à se reprocher? Elle? C'est Clara la blonde, la maîtresse du Grand Paul. Clara la blonde, dont les journaux en parlaient et qu'on recherche depuis 6 semaines? Oui. Oh. Elle est femme en rouste, 63 boulevard Voltaire. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne chance. Alors, chère mademoiselle, vous avez entendu? Ah, mais je n'y comprends absolument rien. Non, vous ne saviez pas que vous étiez poursuivi par la police? Mais non. Pourquoi me poursuivrait-elle? Si vous êtes Clara la blonde. Clara la blonde? Eh. Je ne sais même pas qui c'est. Moi, je m'appelle Antonine. J'arrive de ma province pour voir le marquis d'Erlemont. Voilà toute mon histoire. Adieu, monsieur. Non, mais vous n'êtes pas si pressé. Non, restez encore un petit moment. J'ai tant de choses à vous dire. Vous ne savez peut-être pas que vous avez un sourire terriblement exquis. Non, mais laissez-moi passer. Oh, ingrate, je viens de vous sauver. Vous m'avez sauvé. Mais dame, poison, cour d'assises, échafaud, ça mérite tout de même une petite récompense, hein? Dites, combien de temps allez-vous rester chez le marquis? Il habite au-dessus. Une demi-heure, peut-être? Très bien, alors je vous guette au passage et nous prenons le thé ici, en bons camarades. Hein? Le thé? Si vous profitez d'une erreur... Écoutez, le hasard nous a mis en présence l'un de l'autre, et que vous le vouliez ou non, il recommencera, le hasard. Et je l'y aiderai. Certaines rencontres ont toujours un lendemain. Beaucoup de lendemains, même. À tout à l'heure. Mais monsieur... Allez, montez vite. Je vous attends. Le marquis Jean d'Erlemont, qui avait bien vieilli depuis 15 ans, ressemblant de moins en moins à un don Juan, prit des mains de son valet de chambre la lettre qu'il lui tendait. Si vous pouvez faire quelque chose pour ma fille, je vous en serai reconnaissant, en souvenir d'un passé où elle croit que vous n'avez joué que le rôle d'un ami. Elle m'a toujours cru veuve. Je vous supplie de ne pas la détromper. Merci. Signé Thérèse. Thérèse. Faites entrer cette jeune fille. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Je n'ai certes pas oublié votre maman. Comment va-t-elle? Elle est morte il y a 5 ans, monsieur. Oh. Elle avait écrit cette lettre à tout hasard pour le cas où j'aurais besoin d'un appui. Sa vie n'a pas été trop dure. Ouais, elle a été très courageuse et elle m'a donné toutes les joies. Comment vous appelez-vous? Antonine, Quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans, déjà. En quoi puis-je vous être utile? Que désirez-vous? Surtout n'être à la charge de personne. Et ne dépendre de personne. Oh, je ne crains pas d'obéir. Très bien. Que savez-vous faire? Beaucoup de choses, je crois. Mais je n'ai aucun métier. Voulez-vous être ma secrétaire? Avec joie. Si je ne prends la place de qui que ce soit. Non, rassurez-vous. Ils causèrent longuement. Le marquis devait s'en aller le lendemain en auto pour un voyage d'affaires. Elle accepta de l'accompagner. Après qu'elle lui eut donné l'adresse de la pension de famille où elle avait l'intention de descendre, il fut convenu qu'il passerait la prendre en voiture. Et quand elle eut quitté le marquis, elle commença à descendre l'escalier. Mais elle s'arrêta soudain en entendant des cris sur mon palier. Vous êtes payé ma tête, monsieur.
Au 63 du boulevard Voltaire, c'est un terrain vague. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? En outre, je voudrais bien savoir ce qu'est devenu un mandat d'amener que j'avais dans ma poche quand je suis venu ici. Un mandat? Contre la demoiselle Clara? Mais on a crié dans cet escalier. Clara la blonde, c'est elle. Non, venez, commissaire, venez, venez, le Non, mandat mais est sur mon lâchez-moi, bureau. vous. Non, venez, je vais vous le rendre. Mais allez-vous me lâcher, voyons. Ce mandat, il faut bien que je vous le rende. Oui, je me fous de ce mandat. Mais pas moi, allez, Mais venez, oui, venez, pendant venez. ce temps-là, la petite fiche de camp. Pourquoi votre copain n'est donc pas là? Oui, dans la rue, oui, mais il est si bête. Ah, enfin. Vous voilà chez moi. Mais je veux sortir. Je ne peux pas ouvrir cette porte. Ouvrez-moi, je vous l'ordonne. Impossible. Votre serrure est truquée. Monsieur le commissaire principal, voici votre mandat. Comment est-il sorti de ma poche? Hein? Je l'ai trouvé par terre. Oh, des blagues. C'est comme lorsque vous m'avez expédié boulevard Voltaire, la petite était ici, n'est-ce pas? Oui. Mais ça qui vous a permis? Mais mon bon cœur. Enfin, voyons, vous auriez livré, vous, cette jolie blonde pour qu'on la jette en prison? Mais à ma place, vous auriez fait comme moi. Vous m'auriez envoyé balader boulevard Voltaire. Ainsi, la maîtresse du grand Paul était là. Mais savez-vous, mon petit monsieur, que vous vous êtes mis dans le joli drap? Oui, et si vous arrivez à prouver ce que je viens de vous dire. Mais vous l'avouez vous-même. En tête à tête, oui. Ailleurs, Bernie. Oh, un témoignage du commissaire principal. Quoi? Vous auriez le courage de crier par-dessus les toits que vous avez été roulé comme un collégien? Hein? Je ferai ce qui me plaira. Ainsi, vous êtes un ami de la maîtresse du grand Paul. Moi? Oh, écoute, en tout, je l'ai vu 3 minutes à peine. Et alors? Alors, elle me plaît, hein. Et c'est un motif suffisant. Et oui, parce que je ne veux pas qu'on embête les gens qui me plaisent. Nous nous retrouverons, monsieur. En attendant, laissez-moi sortir. Mais très volontiers. Vous voyez, le tout est de connaître le truc. À bientôt. Quand vous voudrez, commissaire. Je peux vous parler, patron? Ah, te voilà, toi. Entre. Alors, du nouveau? Le marquis vient de recevoir une jeune fille blonde. Oui, bah ça, je sais, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Impossible d'entendre. Oh, ça alors. Oh, ça, mais pourquoi t'ai-je fait engager comme secrétaire particulier du marquis d'Erlemont? Et pour vous raconter ce qui se passe chez lui. Eh ben alors, non seulement il faut ouvrir les tiroirs, mais encore tes yeux et tes oreilles. Mais c'est ce que je fais. Oh. Et tenez, je peux vous dire que le sieur Valtex est encore venu voir le marquis après le déjeuner. Il commence à m'agacer, celui-là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Impossible d'entendre. Bon, je me demande à quoi tu me sers. Courville, je vais finir par me fâcher, hein, bien que je respecte ton âge et ta belle barbe blanche. Mais je fais ce que je peux. Bon, quand ce Valtex va revenir, je veux absolument que tu te débrouilles pour savoir le but que poursuit ce grand escogriffe. Il a une gueule qui me revient pas. À moi non plus. J'ai encore quelque chose à vous dire. Bon, bah, je t'écoute, allez. Hier soir, j'ai entendu monsieur le marquis téléphoner à une espèce de détective privé. Oui. Oui, j'ai fait le recoupement en consultant Oui, la allez, loi. oui, allez. Et il lui a dit... Quoi? L'héritage de mon grand-père demeure toujours introuvable. Si vous réussissez, je vous donne 10%, avec maximum d'1 million. Et tu ne me le disais pas? Mais c'est très important. Et tu as l'air d'oublier pourquoi j'ai loué cet entresol et pourquoi tu es devenu le secrétaire du marquis. La conversation téléphonique dont tu me parles vient donc confirmer ce que je croyais déjà savoir. Le marquis d'Erlemont ne peut pas arriver à remettre la main sur l'héritage considérable reçu de son grand-père, qui a fait fortune aux Indes. Qu'est devenu cet héritage? Perdu? Égaré? Volé? C'est ce qu'il m'intéresse de savoir. S'il propose 10% avec maximum d'1 million de commission, tu vois la grosseur du magot. 20 ou 30 millions, peut-être. Alors maintenant que nous sommes sur place, il faut absolument que toi et moi, nous réussissions à les découvrir, ces picaillons. Hein? Mais pourquoi vous cachez? Et si vous disiez carrément au marquis, je retrouverai votre fortune et vous me donnerez 10%. Parce que si je la retrouve, mon vieux, c'est lui qui les aura, les 10%. Et vous garderez le reste. Pardi, il est célibataire et sans enfant. S'il touche 2 à 3 millions, il sera fou de joie, je pense. Ah, si c'est comme ça que vous voyez les choses. Bon, alors, quand vais-je pouvoir faire une petite perquisition chez ton marquis? Mais ce soir, si vous voulez, il dîne en ville et ne rentrera qu'à 1h du matin. Bon, les domestiques. Et ils habitent l'étage supérieur, comme moi. Vénérable vieillard, donne-moi ta clé. Voilà. Bien, merci. À 10h, tu t'enfermes dans ta chambre. Au cas où il y aurait un risque quelconque du côté des domestiques, tu descends me prévenir. Hein? Entendu. Bon, allez, remonte vite et à demain. Hein? À demain, patron. Pour mes expéditions nocturnes, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne revêts jamais de costume spécial. Non, j'y vais comme je suis, les mains dans les poches et sans armes surtout.
Tout au plus, il m'arrive d'exécuter quelques exercices d'assouplissement et puis de marcher dans le noir en m'efforçant de ne renverser aucun objet. Et ce soir-là, donc, je montais vers 11 heures chez le marquis d'Erlemont. Je mis la clé dans la serrure. J'entrais. Et j'allumais la lampe électrique que, dans ces occasions, je porte toujours sur la poitrine, accrochée à mon cou par une lanière de cuir. Et aussitôt dans le bureau du marquis, j'avisai le secrétaire que m'avait indiqué Courville. Je m'approchai. Pas de clé sur le meuble. Il fallait s'y attendre. Oh, je parie que ce grand tiroir là au centre dissimule un système secret. Les moulures. Non. Ah, en déplaçant cette baguette de cuivre, peut-être. Et voilà. Pas plus malin que ça. Bien, enlevons le tiroir. Alors, voyons. En glissant la main sur les côtés intérieurs, je dois trouver une cheville basculante. Voilà. Très bien. Faisons jouer le double fond. Et voilà les petits secrets du beau marquis. Sacré Courville. Quand je pense que cette grande barbe blanche n'a rien découvert en 40 jours, alors qu'à moi, il m'a suffi de 40 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Un billet de 1000 francs. Oh, alors ça, c'est sacré. On ne rafle pas l'argent de poche de son voisin. Des lettres... oui, des lettres de femmes, naturellement. Et des photographies. De femmes, comme de bien entendu. Jolies, câlines. Des yeux prometteurs ou reconnaissants. Des sourires, un peu tristes parfois. Des noms, des dates, des dédicaces. Grande dame, artiste ou midinette. Cher marquis, vous n'avez pas dû vous embêter. Oh, qu'est-ce que c'est que cette grande photo là tout au fond? Oh, c'est la plus belle. Oh, ce visage de déesse, ses épaules. Magnifique créature en vérité. Ah, derrière une dédicace. À toi jusqu'au-delà de la mort, signé Elisabeth Ornin. Elisabeth Ornin. Mais c'est la cantatrice qui est morte mystérieusement il y a 15 ans au château de Volnick. Une petite enveloppe est fixée à la photo, voyons ce qu'elle contient. Une boucle de cheveux et une lettre. Mon chéri, quand je pense à notre amour, à nos nuits exaltantes... Et c'est signé... Elisabeth quoi? Elisabeth Valtex. Ainsi, Elisabeth Ornin était la maîtresse du marquis d'Erlemont qu'il a toujours caché à la police. Et en réalité, Elisabeth Ornin s'appelait Elisabeth Valtex. Mais alors, le Valtex actuel, ce grand escogriffe qui doit avoir à peine 30 ans, serait un parent, neveu ou cousin de la cantatrice. Ce qui explique comment le dit Valtex est en relation avec le marquis. Pour lui soutirer de l'argent, peut-être? Il a la tête à ça, d'ailleurs. Zut, quelqu'un. Remettons vite tout en place et cachons-nous. Voilà. Derrière ce rideau, je serai à merveille pour voir venir. Une lanterne sourde. Un cambrioleur. Il y a de la concurrence. Mais ma parole, mais c'est une femme. Elle va droit au secrétaire. Très au courant, la petite dame. Et elle ouvre le même tiroir que moi. Et elle compulse des photos, comme moi. Ça y est. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Une photo d'un format plus petit que celle d'Elisabeth. J'aimerais bien savoir ce que c'est que cette photo. Bonsoir. Ne te sauve pas, ma belle, je ne te ferai aucun mal. Antonine. Laissez-moi. Antonine. Oh, je comprends maintenant pourquoi vous êtes venue ici cet après-midi. En reconnaissance, n'est-ce pas? Et puis ce soir... Oh, mais je n'ai pas volé. Je n'ai pas touché au billet. Ah, moi non plus. Mais enfin, tout de même, il faut bien le dire, nous ne sommes pas venus ici pour prier la Sainte Vierge. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ah, bah, alors ça, c'est pas gentil, Antonine. Moi qui croyais avoir fait sur vous une telle impression. Je ne m'appelle pas Antonine. Mais je m'appelle pas non plus Raoul. On a des noms par douzaines dans notre métier. Quel métier? Bah, la cambriole. Je vous jure que je ne suis pas une cambrioleuse. Allons donc.
Vous n'avez pas volé d'argent, mais une photo qui représente pour vous une telle valeur que vous n'avez pas craint de jouer les souris d'hôtel. Pour moi, c'est kiff-kiff. Allez, vite. Allez, montrez-la-moi, cette précieuse photo que vous avez empochée en me voyant. Non. Alors, s'il le faut, je vous la prendrai de force. hein. Laissez-moi. Comme tu es belle quand tu es en couleur. Regarde-moi cette bouffe. Chérie. Bouja. Ah. Qui aurait supposé tant de pudeur chez la maîtresse du grand Paul? Le grand Paul? Qui est-ce? Dites donc, mademoiselle Clara la blonde, il faudra pas vous fiche de moi, hein. Clara la blonde. Et qui est-ce? Tu veux une paire de claques, dis? Allons, bon, quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Allons, calme-toi. Ah, Antonine ou Clara, tu as un si joli sourire. Et dire que je fais pleurer ces yeux-là. Quoi, allez, qu'est-ce qui se passe? Le grand Paul te persécute, hein? C'est ça? Il te recherche et tu as peur? C'est bien ça? Oui. Bon, eh ben maintenant, faut plus avoir peur puisque je suis là. Seulement, il faut tout me dire. Je ne peux pas. Mais voyons, mon petit, allons. Mais d'abord, je ne vous connais pas. Tu ne me connais pas et pourtant, je suis sûr que tu as déjà confiance en moi. Peut-être. Comment as-tu connu le grand Paul? Hein? Pourquoi voulais-tu ce portrait? Ne me demandez rien. Pas aujourd'hui. Mais un jour perdu, une heure, c'est beaucoup. Je vous en supplie. Bon, ben, je n'insiste pas. Mais promettez-moi que nous nous reverrons. Mais oui, je vous le promets. Et vous aurez davantage confiance en moi? Oui. Bon. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Accompagnez-moi. Mais qu'est-ce que vous craignez? En venant ici ce soir, j'ai eu l'impression que la maison était surveillée. Par la police? Non. Par qui alors? Par le grand Paul et ses amis. Il m'a semblé le reconnaître contre le parapet du quai. Et pas loin de lui, son principal complice, qu'on appelle l'Égyptien. Et le grand Paul, il y a longtemps que vous l'avez quitté? Oh, plusieurs semaines. Bah, il ne pouvait donc pas savoir que vous veniez ici aujourd'hui? Non. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il rôde autour du marquis pour les mêmes raisons que vous. Mais je ne sais pas. Une fois, il a dit devant moi qu'il lui en voulait à mort. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Et vous connaissez ses complices? L'Égyptien seulement. Où le retrouve-t-il? Dans un bar de Montmartre dont j'ai entendu un jour qu'il donnait le nom tout bas. Vous vous rappelez? Oui, les écrevisses. Bien, maintenant filons. Mais ne craignez rien, je réponds de tout. Oh, merci. La nuit était brumeuse. Il y avait des halos autour des réverbères. Aucun passant. Seulement 4 silhouettes assez inquiétantes qui manœuvrèrent aussitôt pour nous encercler. Prenez garde. Ce sont eux. Le grand Paul, c'est celui qui a l'air d'un échassier? Oui. Parfait. On va s'expliquer tout de suite. Surtout ne criez pas. Regardez. Une automobile les suit. Oh, je suis sûre qu'ils sont venus pour m'enlever. Attention! En voilà 2 qui courent sur nous. Halte, mes agneaux. De quoi? Et ça! Et toi, encaisse ça! Et les autres qui foutent le camp comme des lapins. Bande de trouillards. Pas moi. Tiens, la tour Eiffel. Passage interdit, mon minet. Laisse filer cette blonde enfant. Elle ne veut plus de toi. Tu devrais le savoir. Partez, Clara. Clara! Passera pas. C'est amusant, hein? Il y a un gars haut sur pattes qui voudrait courir et puis un plus petit qui veut pas. Et ça y est, voilà, elle est partie. Plus de danger pour elle. Et maintenant, la vraie bataille va commencer. Alors, t'es prêt, grand Paul? T'es prêt? Allez, lâche ce revolver. Lâche, je te dis. Ah, c'est comme des menottes au poignet, ça, hein? Eh oui. Je serre un peu fort, mais tant pis, il fallait pas venir. Oh, un si beau revolver dans le ruisseau. Ah, ça les arrange pas, tu sais. Allez, maintenant, viens un peu à la lumière, que je vois ta gueule. Tu vas venir, non? Et tu vas lever la tête, oui, tiens! Tu vas la lever, dis! Valtex. Valtex. Ah bah voici, je m'attendais à celle-là, moi. Ah, alors Valtex, c'est le grand Paul, et le grand Paul, c'est Valtex. Ah oui. Valtex porte un veston élégant et un chapeau de soie. Et Paul, un pantalon à tire-bouchon et une casquette d'Apache. Voilà, homme du monde et chef de bande. Ben, bravo. Moi aussi, je te connais. T'es le type de l'entresol. Monsieur Raoul, pour te servir. Et nous voilà tous les deux sur la même affaire. C'est pas de veine, hein? Sans compter qu'à partir de dorénavant, Clara la blonde, elle est à moi. Et à moi seul. Non, ça, je te défends. Tu me défends, mais regarde-toi donc. T'as une demi-tête de plus que moi et t'es là entre mes pinces. Fichu. Maté. Mais rebiffe-toi donc. Je te retrouverai. Eh ben, je suis là, profites-en. Allez, vas-y donc. Ouais, Hein?
J'aurai ta peau. En attendant, tu fous le camp, hein? À bientôt, mon bébé. Ils se sont tous trottés comme des lapins. Ah non, il y en a un qui est resté sur le carreau. Eh ben quoi, mon vieux, ça va plus? C'est toi qu'on appelle l'Égyptien? Ouais. Tu veux gagner 1000 balles? Si c'est pour trahir le grand Paul, rien à faire. Ah, bah mes compliments, toi, au moins t'es régulier. Dis-moi, Clara la blonde, tu sais où elle niche? Non, personne ne le sait. Pourquoi ce guet-apens devant la maison du marquis? Parce qu'elle est venue tantôt. Comment l'a-t-on su? Par moi. Je filais le commissaire Gorgeret. Je l'ai vu attendre l'arrivée du train à Saint-Lazare. C'était la petite qui rappliquait à Paris, camouflée en fille de province. J'ai pris tout le monde en filature et j'ai averti le grand Paul. On a monté la garde toute la soirée. Le grand Paul, je sais qu'il mène une double existence et que son vrai nom est Valtex. Je suis sûr de le retrouver chez le marquis et je peux le dénoncer à la police. Et lui aussi, il peut vous retrouver. On sait que vous habitez l'entresol et que la petite a été vous voir tantôt dangereux. J'ai rien à cacher, moi. Tant mieux pour vous. Le grand Paul a de la rancune et il est toqué de la petite. Méfiez-vous. Et que le marquis se méfie aussi. Le grand Paul a des projets pour lui. Ah, lesquels? J'en ai déjà trop dit. Soit. Tiens, voilà 2000 balles. Et 20 francs pour te payer un taxi. Taxi! Hé, taxi! Cette nuit-là, j'ai été assez long à m'endormir. Et je pensais à Antonine. À Antonine ou à Clara? Ah. Comment savoir laquelle de ces deux figures constituait la véritable personnalité de cet être charmant que j'avais rencontré? Elle avait à la fois le sourire le plus franc et le plus mystérieux, le regard le plus candide et le plus voluptueux, l'aspect le plus ingénu et le plus inquiétant. Elle émouvait à la fois par sa mélancolie et par sa gaieté. Ses larmes, comme son rire, venaient d'une même source claire, par moments, et à d'autres obscures et troubles. Mystère assez passionnant, j'en conviens. Oui. Le lendemain matin, Courville venait m'apprendre que le marquis et Antonine, sa nouvelle secrétaire, étaient partis en auto pour une destination inconnue. Alors je décidai de quitter Paris pour 3 ou 4 jours, et pendant ce temps-là, Courville s'occuperait du déménagement de l'entresol que je quittais définitivement, ne désirant pas, pour le moment du moins, avoir de nouveaux contacts avec le grand Paul Valtex. Ah, Antonine, te voici levée. Tu sais qu'il n'est que 10 heures du matin. Oh, je dors tellement bien ici, parrain. Parce que vous voulez toujours que je vous appelle parrain. Oui, c'est ma plus grande joie. Oh, vous êtes si bon pour moi. Tout à coup, me voilà dans un conte de fées. D'après le peu que tu m'as raconté de ta vie, je crois que tu le mérites. Je dis le peu car tu n'aimes guère parler de toi. Il n'y a que le présent qui compte. Et si ce présent pouvait durer? Pourquoi pas? Parce que ce ravissant château de Volnick va être vendu aux enchères cet après-midi. Et que demain soir, nous serons à Paris. Mais il faut vraiment que vous le vendiez. Oui, que veux-tu? Depuis que je l'ai acheté dans un coup de tête à mes amis Jouvel, je n'y suis pas venu 10 fois, et à peine pour 24 heures. Étant donné que j'ai besoin d'argent, je m'y suis décidé. À l'approche de l'heure fixée pour la vente, la cour principale s'était remplie de monde. Pendant le déjeuner, le marquis avait raconté la mort tragique d'Élisabeth Ornain à Antonine, qui, peu soucieuse de se mêler aux acheteurs éventuels, traversa le parc et gagna le terre-plein tragique. Les hautes herbes et les ronces envahissaient les ruines. Les colonnes Renaissance disparaissaient sous des manteaux de lierre. Soudain, Antonine poussa un cri. Un homme se dressait devant elle. Le commissaire Gorgeret. Par exemple, ça c'est de la veine. La petite blonde que j'ai ratée 3 fois l'autre jour. Et qu'est-ce que vous fichez là? Alors vous aussi, vous vous intéressez à la vente du château. Et là, ne vous donnez pas tant de peine. Avec toutes ces ronces, il n'y a pas moyen de filer à l'anglaise, on est bloqué. Quelle revanche pour Gorgeret, hein? Depuis tant d'années que je ne quitte pas de l'œil l'affaire ténébreuse de ce château, voilà que je viens fureter par ici au jour de la vente, et je me trouve nez à nez avec qui? Avec la maîtresse du grand Paul. Mais monsieur... Et il me semble qu'on a peur, hein? On en fait une grimace. Évidemment, la situation n'est pas brillante. Il va falloir expliquer à Gorgeret en quoi la liaison de Clara la blonde et du grand Paul se rattache à l'aventure du château et le rôle que le grand Paul joue là-dedans. Tout ça est captivant. Et je ne donnerai pas ma place pour un empire. Monsieur, vous vous trompez. Pas de boniment. Mandat d'amener qui va me permettre de vous arrêter, je l'ai encore sur moi. Le voici. Vous voulez que je vous le lise? Pas la peine, n'est-ce pas?
Vous allez m'accompagner docilement jusqu'à mon auto. Et à Vichy, on prend le train pour Paris. Non? Vous souriez? Pourquoi souriez-vous? Parce qu'elle vient de voir que je suis derrière toi. Et que si tu fais un geste, je t'abats comme un chien. Haut les mains. Ah, le type de l'entresol. Haut les mains, j'ai dit. Bon. Maintenant, Antonine, sauvez-vous. Quant à toi, gros imbécile, tiens! Évanoui. Parfait. Des menottes aux poignets. Un filin d'acier avec cadenas aux chevilles. Et un bâillon. Voilà. On ne peut mieux. 3 heures. Les enchères commencent. Ne ratons pas ça. Le dernier feu. Qu'il n'y ait pas de malentendu, mesdames et messieurs. Les 2 premières bougies ont brûlé. Reste la 3e. Je précise bien que la mise à prix est de 800 000 francs. Aucune enchère inférieure n'est admise. 825. 50. 75. 900. 900 000. 900 000. Personne ne dit mieux? 900 000 une fois. 900 000 2 fois. 950. 950 ici. Qui dit mieux? Alors personne, mesdames, messieurs? Alors 950 une fois. 950 2 fois. 950 3 fois. 950 000 francs. Adjugé. Qui est-ce, monsieur? C'est un monsieur de Paris, très riche. Puis-je vous demander votre nom, monsieur? Voici ma carte. Don Luis Perena, sujet portugais, d'origine française. Mais voici mon passeport et toute référence utile. Pour le règlement, voici un chèque de la moitié tiré sur la banque portugaise à Paris où j'ai mon compte. L'autre moitié vous sera versée à l'époque que M. d'Erlemont voudra bien me fixer lui-même à la fin de notre conversation. Soit. Vous me trouverez à mon étude, monsieur. Je vous reproduis, maître. Ainsi, c'est vous qui avez acheté ce château? Eh oui, ma charmante enfant. Oh, mais laissez-moi. Oh, voulez-vous me laisser? Un baiser, un tout petit baiser pendant que nous sommes seuls. Oh, si vous continuez, j'appelle. Non mais dites donc, l'autre nuit dans la bibliothèque du marquis, vous étiez plus souple. Que voulez-vous dire? Nous nous retrouverons, ma chérie. Nous nous retrouverons. Attention, voilà mon parrain. Je suis à vous, monsieur. Que désirez-vous? Récupérer l'héritage dont vous avez été frustré. L'héritage? Oui, celui de votre grand-père, celui qui a disparu et au sujet duquel vous avez fait faire par une agence d'inutiles recherches. Vous êtes détective? Non, mais un amateur qui aime à rendre service. Cela m'amuse de résoudre des énigmes. Et quelles sont vos conditions? Oh non, je travaille gratuitement, monsieur, pour l'amour de l'art. Vraiment? Oui, et puis je vous posais quelques questions? Je vous écoute. Bien. Au cours de l'enquête sur la mort mystérieuse de la cantatrice Elisabeth Ornin, pourquoi avez-vous caché à la police les liens qui vous unissaient à elle? Et pourquoi par la suite avez-vous acheté ce château? Était-ce dans le but d'effectuer des recherches? Enfin, y a-t-il un rapport entre ce drame et le vol de l'héritage dont vous avez été victime? Les 2 affaires ont-elles eu la même origine, les mêmes développements, les mêmes acteurs? Ce sont là, monsieur, des questions bien indiscrètes, auxquelles je ne vois pas la nécessité de répondre. Tant pis, monsieur le marquis. Je me passerai de vous et, quoi que vous fassiez, je vous jure que je découvrirai la vérité. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin,
Vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, La femme aux deux sourires, premier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Antoine Balpétré, Yves Vincent, Fernand Fabre, Georges Hubert, Michel Gatineau, Géo Valery, Jean Mauvais, Noël Darzal, Théo Géane, Henri Djanik, avec Anne Carrère dans le rôle d'Antonine. Le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Poinsett.